hello. Tiens, je fais un petit test son hein, si vous voulez me dire si vous m'entendez correctement. Normalement on le voit assez vite hein, s'il n'y a pas de son. Alors je vais me mettre ici comme ça, hop, je vais pouvoir suivre les commentaires. Bon super, il y a du son, tout va bien. Ça faisait longtemps un petit live, je sais plus de quand ça date. Pour les personnes qui ne pourront pas voir jusqu'au bout, le live normalement sera en replay. Voilà. Je me suis changée parce qu'au début je voulais garder ma tenue du jour que je vous ai partagée en story. Mais je trouve que le vert en fin de journée c'est pas forcément la meilleure couleur pour moi. Du coup j'ai mis ma couleur où je trouve que ça me donne bonne mine. Avec mon chemisier, c'est le chemisier Gianni avec les fronces. Et on a l'impression qu'il a beaucoup de volume parce que j'avais utilisé un tissu... je sais pas comment le définir, je sais que c'était une viscose. Mais... il avait de la tenue quoi, enfin tout en étant fluide et du coup ça donne une pièce. Moi j'aime bien la porter quand je vais en soirée généralement parce que du coup ça fait chic. Voilà, je meuble un peu le temps que tout le monde se connecte et qu'on puisse commencer. Voilà, j'ai noté pas mal de questions que vous m'avez posées. Parce que je pense que le live va durer 45 minutes, on va essayer, donc jusqu'à 19h15. Donc j'ai pas mal de questions, je suis pas sûre de pouvoir tout y répondre, surtout que je vais aussi privilégier les échanges qu'on peut avoir aussi si vous voulez poser des questions dans le fil du live. J'essaye de garder un œil là-dessus. Voilà. Alors comment commencer, c'est toujours difficile. On va commencer par la question qui m'a été posée pour me demander comment j'allais, puisque si vous avez eu l'info, des petites choses ont changé pour moi ces derniers mois. Et donc on m'a demandé comment s'était passé mon premier trimestre de grossesse et un petit peu comment j'envisageais la suite. Alors je vais essayer de le rattacher parce que je vous ai dit j'allais pas trop parler du côté perso, hein. Mon compte c'est la couture, mais je me suis dit que cette question était intéressante pour vous parler un petit peu de comment on gère quand on est en auto-entreprise et qu'on s'apprête du coup à devenir maman. Voilà, parce que ça peut peut-être en aider ou rassurer, je sais pas, on verra. Mais voilà. Donc première partie de la question, ça va. Là j'ai passé bien le premier trimestre, donc je suis dans le deuxième trimestre, donc tout va bien. Tout se passe bien, ce qui est un grand soulagement. Et le premier trimestre, fatigue. C'était compliqué de gérer tout. Parce que c'est des choses qui se prévoient pas forcément. Du coup, c'est vrai que j'avais mes deux collections qui se succédaient. J'ai eu la première collection du coup mariage début février et ensuite je savais qu'il fallait que je sorte ma collection de printemps autour de début mi-avril. Donc ça faisait pas mal de boulot. Et donc on a appris la nouvelle le 26 décembre et je me suis dit ok, il va falloir un petit peu faire preuve d'inventivité et puis surtout après je suis assez bien entourée puis je pense la tête sur les épaules qui fait que j'aurais aussi adapté mon planning si j'avais eu un premier trimestre vraiment difficile pour pas m'épuiser inutilement. Du coup beaucoup de fatigue, pas de nausées, j'étais pas dans mon assiette mais pas de nausées vraiment compliquées à gérer. Ça dépendait des moments. Mais c'est surtout la fatigue. C'est-à-dire que je pense en janvier, je dormais 4 heures par après-midi parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, c'était un peu difficile de tout mener de front. Mais voilà, je m'étais dit, je m'adapte.
Si la collection mariage sort plus tard, elle sort plus tard. Si la collection printemps-été sort plus tard, elle sortira plus tard. Et finalement, j'ai retrouvé assez vite mon énergie courant février, début février, je crois la fin de première semaine de février, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu mieux sur la collection printemps-été, que j'avais quand même pas mal commencé d'avancer du coup en septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc pour ça, voilà, tout va bien, ça se poursuit. La deuxième partie de la question, comment envisages-tu la suite? Parce que, alors je viens de voir une question passer. As-tu une personne qui t'aide pour gérer les réseaux sociaux? Ça va tout, je vais faire sens avec mes réponses, mais du coup, comme vous le savez, je suis seule derrière Apolline Patterns, c'est-à-dire que c'est un choix déjà de ne pas vouloir forcément prendre des gens en salarié ou en stage, etc. Et donc ce qui veut dire que je gère tout, mais que si je ne suis pas là, forcément, il n'y a pas de travail qui se fait. Donc, partant de ce principe, alors on s'est un peu réorganisé j'allais dire en interne, mais je me suis réorganisée presque avec moi-même, entre guillemets, pour la première partie de l'année, puisque si vous suivez un petit peu mes stories, vous avez peut-être compris que ce sont mes parents qui gèrent les expéditions cette année, donc pour toute la durée de la grossesse et ensuite le petit congé maternité que je vais m'octroyer, j'en parlerai après parce que ça aussi c'est un sujet. Du coup, j'ai ça en moins déjà à gérer. Et comment j'envisage la suite? Pour le moment, je vais profiter des mois qui viennent pour faire tout ce que j'ai jamais le temps de faire, c'est-à-dire toutes les mises à jour, par exemple traduire les patrons qui méritent d'être traduits, harmoniser tous les fichiers, les formats d'impression qui sont disponibles pour qu'on ait tout disponible, etc., etc. Et avancer en fait sur la collection printemps-été 2024, parce que je ne pense pas qu'il y aura de collection automne au sens propre du terme, puisque ça va tomber sur la période de la naissance et et en fait si je veux minimiser l'impact pour Apolline Patterns, il vaut mieux que je me concentre peut-être sur un patron pour la fin de l'année, peut-être une robe de fête, et surtout ensuite la collection printemps-été, avancer les contenus du studio pour que vous n'ayez pas d'interruption sur la deuxième partie de l'année, etc. Et je ne peux pas faire tout ça en fait si j'ai une collection à sortir en octobre. Et donc la naissance, ce sera aux alentours du mois de septembre. Du coup, trop compliqué en fait à mettre en œuvre. C'est une période beaucoup trop chargée qui coïncide pas. Donc a priori ce sera ça, peut-être un ou deux patrons si j'arrive à dégager du temps sur les 2-3 prochains mois qui arrivent pour tout préparer en amont. Mais c'est vrai qu'après ça pose pas mal d'autres questions parce que forcément j'aurai pas ma silhouette, donc pour poser sur les patrons, c'est des coûts en plus si je dois prendre quelqu'un qui pose pour les patrons, etc. Coudre pour d'autres personnes qui vont venir essayer pour être sûr des tailles, c'est vraiment une autre logistique. Et voilà, donc pour le moment, voilà comment j'envisage la première partie de l'année et la suite, adaptation. Hein, de toute manière, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour la naissance du bébé. Je pense que je ne reprendrai pas à fond avant, franchement, janvier. Je parle à fond, c'est-à-dire de vraies journées, etc. Je voudrais bien prendre quand même un petit peu de temps donc déjà à la naissance, je pense 1 mois, 2 mois tranquille pour me remettre. Et ensuite, peut-être reprendre 1-2 heures par là parce que je suis à mon compte, je travaille à la maison, c'est possible. Mais vraiment faire une reprise du travail, on va dire, en janvier pour la nouvelle collection du coup, qui aura lieu normalement en avril 2024 avec pas mal de modèles, vu que maintenant je m'y prends 1 an à l'avance et non 6 mois à l'avance. Voilà, donc c'est un peu le projet et bien sûr ça c'est ce que je dis maintenant, mais ensuite on va bien sûr s'adapter. On ne sait pas comment tout va se goupiller, donc je pense que le maître mot c'est être flexible, c'est quelque chose que je peux me permettre parce que justement je suis seule, etc. Donc voilà, on va essayer de tout goupiller, mais
J'ai envie de prendre le temps parce que ça n'arrive pas beaucoup de fois dans une vie et je voudrais vraiment profiter un max sans avoir trop à me soucier de la marque. Parce que si je sous-traite à d'autres personnes, en fait, on n'enlève jamais la charge, on va dire, mentale de l'entreprise puisqu'il faut quand même gérer ou se dire j'espère que ça se passe bien, etc. Et je préfère vraiment fermer tout. Alors quand je dis fermer tout, c'est pas vraiment fermer tout puisque l'avantage des patrons de couture, en tout cas mon mode de fonctionnement, c'est il y a le format PDF qui est parfaitement autonome sur le site, donc ça, vous aurez bien sûr, le site ne va pas fermer, il est toujours possible de passer commande. Ma maman et mes parents, donc mon père et ma mère, s'occupent des expéditions de patron pochette, donc en fait la seule différence pour vous, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelle collection vraiment au sens propre du terme en hiver, mais autrement pour le fonctionnement du site ça va rester la même chose. Et si c'est peut-être le service client qui sera un petit peu en pause pendant un mois et demi, voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de grands changements non plus qui sont prévus grâce à l'aide de mes parents voilà, qui vont pouvoir me soutenir pendant cette période par bien des manières. Voilà. Je lis vos... Hop, je lis, tu as bien raison de prendre le temps. Alors, il y avait une question sur ma blouse, c'est la blouse Janie, J-A-N-I-E, etc., etc. Ok. Donc voilà un petit peu pour Apolline Patterns. Et ensuite, bah voilà, j'espère que ça va aller. Après, de toute façon, donc en indépendant, on n'a pas vraiment de congé maternité. Enfin, si on veut avoir un congé maternité avec une indemnité, il faut tout couper. Donc il faut avoir aucune rentrée d'argent, sachant que quand vous êtes indépendant, les indemnités journalières sont peanuts. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas couper mes rentrées parce que je pense que je vais mieux m'en sortir, même si je travaille pas par la vente de mes patrons, que du coup par les quelques... C'est vraiment très faible, hein. J'avais regardé les taux pour comparer, mais je crois que c'est 20 € par jour. Ça fait pas beaucoup, 20 x 30, je sais pas combien ça fait au bout du compte sur un mois, mais c'est difficile ensuite d'assurer et d'assumer toutes les charges de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais tout va bien se passer. J'ai confiance en mon entreprise et j'espère, ça c'est un petit peu la chose qui peut faire peur, c'est que quand on s'arrête, on a peur que tout le monde nous oublie et que les gens ne continuent pas voilà, de coudre les patrons, etc. Mais bon, on verra de toute façon. Adaptation. J'ai qu'un seul... voilà, de toute façon, il n'y a que ça, on verra. Et puis on s'adaptera. Je pense que c'est le maître mot. Heureusement, Apolline Patterns va avoir... Non, a eu... Donc en mars, 4 ans, donc ça fait quand même un bon cap en termes d'entreprise, donc j'ai plutôt confiance que ça aille bien malgré tout. Voilà. Donc ça c'était pour le côté je vous donne des nouvelles, machin. C'est pas très beau de dire machin. Et ensuite j'ai eu quelques questions. Donc ça, c'est fait. En fait, alors j'ai eu des petites questions, je vais faire les questions-réponses très rapidement. On m'a demandé s'il était possible de doubler le pantalon short Gabin. Tout à fait, justement, c'est mon programme de cette semaine puisque je tourne un tutoriel pour le studio Apolline Patterns, donc c'est ma plateforme de cours sur abonnement. Je tourne un tuto pour apprendre justement comment doubler Gabin. Sur les tutoriels du studio, l'un de mes projets vraiment pour les mois là qui arrivent, c'est de passer les vidéos qui sont actuellement disponibles sur abonnement aussi disponibles à l'unité. Donc j'ai déjà commencé à mettre en ligne des nouveaux contenus qui sont disponibles à l'unité, que vous pouvez consulter sur le site du studio Apolline Patterns. Et je vais le faire vraiment la mise à jour au fil des jours. Donc il va y avoir des nouveautés que je ne vais pas forcément annoncer tous les jours. Je pense que je ferai une grande annonce quand tout le catalogue sera en ligne. Mais par exemple, j'ai mis à l'unité par exemple les robes La Pelosa de la nouvelle collection, le bomber Glencoe de la nouvelle collection aussi,
le duo de cours sur les ajustements de grossesse, j'ai réussi à les paramétrer hier, donc vous voyez tout ça, ça va s'étoffer et il y aura du coup Gabin doublé, mais ça ce sera à la fin du mois puisque c'est les vidéos du studio sur abonnement. Donc doublé Gabin, facile, ça va être géré. Ensuite, on m'a posé la question de mon livre. Est-ce qu'il y aurait un second livre? Mon livre, c'était... Hop, j'arrête de faire ça pour le dos. C'est celui-là, Un mois pour se mettre à la couture. C'était un livre pour débuter que vous pouvez trouver en librairie normalement. J'ai pas de projet de second livre. Je trouve que c'est mon avis, hein, tout le monde peut avoir un avis différent, mais je trouve que la situation des auteurs est un peu précaire, alors que ça demande un boulot de dingue, et du coup ça m'a pas trop motivée à en refaire un deuxième. Donc je suis désolée pour celles qui attendaient. Pour le moment, voilà. Je suis pas trop tentée. Puis, de toute façon, j'ai d'autres projets actuellement. Je ne lance pas de nouveaux développements cette année. Il y avait une question sur les PDF pochettes des anciennes collections. Est-ce qu'ils restent disponibles? Globalement, oui. Les PDF, oui. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des pochettes, les modèles qui peuvent mettre un petit peu de temps à partir et qui partent pas beaucoup en fait au format pochette pour maîtriser mon espace de stockage, dès que j'ai écoulé le stock, je n'en recommande pas forcément. Ça c'est des patrons par contre, par exemple, où j'ai dû en commander pas tant que ça, mais qui mettent 3 ans à partir, et du coup c'est un peu du stock dormant, et j'ai tendance à supprimer le format pochette pour faire de la place pour les nouveaux patrons. Et voilà, et il y a eu du coup à l'époque quelques patrons PDF qui ont disparu, mais ça c'est plus parce que ma marque a tellement évolué en termes de qualité que y a des patrons qui pour moi n'étaient pas au standard actuel de ce que sont les nouveaux patrons Apolline Patterns, et j'avais 2 choix, soit les mettre à jour, soit les enlever du catalogue, parce que si vous commencez par ces patrons, vous pouvez avoir une mauvaise image de mon travail, enfin en tout cas pas la meilleure image qui soit, puisque c'était vraiment des patrons que j'ai fait il y a 4-5 ans, donc forcément heureusement on s'améliore entre temps. Et vous voyez, je trouvais que les instructions n'étaient pas aussi claires, elles n'étaient pas forcément illustrées comme maintenant, les tutos étaient aussi beaucoup plus rapides, etc. Et donc soit mettre à jour, soit les enlever. Pour mettre à jour, il faut que ce soit des modèles qui marchent, puisque c'est quand même un investissement de tout reprendre de zéro. Et ceux qui ont disparu en PDF aussi, c'est ceux qui ne fonctionnaient pas très bien. Et du coup, le choix était plus rationnel de les supprimer plutôt que de les mettre à jour. Voilà. J'ai une question dans le live. J'aime beaucoup ta collection mariée. Penses-tu qu'on puisse utiliser les hauts pour tous les jours? Déjà, merci, ça fait plaisir. Alors, c'est difficile de répondre parce qu'il y a plein de types de hauts différents. Pour moi, ça reste quand même plus des hauts à associer à des jupes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le nouveau patron, donc, qui s'appelle Honeymoon, c'est les photos de la robe de mariée que vous avez sur mon Insta ou ma boutique. On peut difficilement utiliser la partie buste sans y adjoindre une jupe ou un pantalon ou ce que vous voulez. Mais du coup, c'est pas un modèle qui est pensé tel une blouse. C'est vraiment cintré à la taille et ça attend d'avoir une jupe ou une ceinture, etc. pour finir le vêtement. Pour Céleste, donc c'est l'autre série de top de la gamme mariage, là c'est déjà un petit peu plus possible, mais du coup il faut soit rallonger le buste et surtout prendre la version droite du buste que vous avez dans le patron. Pour ça c'est possible, mais si vous choisissez les dos nus, donc les versions dos nus, pour tenir les extrémités du dos, il faut forcément attacher le buste à une ceinture, une jupe, etc. Ou un pantalon pour que tout se tienne. C'est vraiment des hauts qui sont faits pour aller sur une robe. Voilà. Donc c'est pas toujours évident d'en faire des blouses. Voilà.
Je regarde si vous avez posé d'autres questions. Toc, toc, toc. J'ai l'impression que non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, super, merci pour ta réponse. Je vais y penser version robe. J'avais une autre question sur la capsule mariage. C'était pour savoir si on pouvait faire du coup le patron honeymoon version hiver. Alors je pense que c'était dans le cadre de la robe de mariée. Vous pouvez utiliser par exemple l'extension manche bouffante avec le poignet plissé. J'y ai même pas pensé. C'est celle que je porte. Vous voyez avec le poignet ici et les manches. Donc vous pouvez tout à fait garder ce modèle et y ajouter cette option de manche longue pour faire un modèle plus automne-hiver. Après c'est le choix du tissu qui va surtout jouer puisque vous n'allez peut-être pas utiliser des tissus aussi fins que si vous vous mariez en plein été. Voilà, je crois que j'ai ça. J'avais une question sur... Ah oui, alors ça c'était les tissus, mais c'est pas évident d'y répondre comme ça. On m'a demandé, par exemple, comment comprendre les tissus qu'on achète sur Internet pour être sûr de ne pas se tromper. C'est pas une question évidente parce que si vous débutez, forcément, si vous choisissez sur Internet, c'est très difficile de faire que des bons choix. En fait, moi, comment j'ai fait pour m'en sortir au début, c'est surtout que j'ai essayé. Et à chaque fois que je recevais un tissu, je notais les caractéristiques. C'est-à-dire que si je me disais, tiens, ça ressemble à quoi une double gaze, bon, bah, je vais en commander 1,50 m, je choisissais un petit projet. Et du coup, ensuite, je recevais le tissu et je découpais un petit échantillon du tissu et je notais les caractéristiques, par exemple la composition 100% coton, le poids aussi. Et c'est pour ça que j'avais fait l'organisateur couture qui est en vente du coup sur mon site parce que vous avez des petites fiches comme ça pour faire votre tissu tech et je compilais vraiment comme ça. Du coup, c'est un petit peu un travail de fond au début, mais si un jour, par exemple 2 ans après, vous vous dites « Ah, j'avais commandé ce tissu, je me rappelle plus quel poids il avait, quelle tombée, pourquoi je l'ai utilisé », vous pouvez revenir à votre petit tissu tech et vous dire « Ah, bah, ce nouveau tissu, il a à peu près les mêmes caractéristiques que celui-ci ». Donc ça devrait correspondre en termes de tombée, de type de projet, etc. Ensuite, j'essaye de vous donner à chaque fois, donc pour tous les vêtements que je couds et que je vous présente sur Instagram, vous avez les références dans la boutique. C'est-à-dire que si vous allez dans la boutique sur la fiche de la robe La Pelosa, vous avez toutes mes références de tissus utilisés. Donc une astuce, si vous aimez bien le rendu visuel d'un tissu, vous allez sur ces fiches, vous cliquez sur le lien et vous vous dites « Ah bah tiens, cette robe bleue, c'était en coton soie. » Et si je regarde la description donc sur le site de la mercerie, je vois que c'était, je sais pas, 70% de coton avec 20% de soie. On a tant de... Le poids, c'est tant, etc. Et au fur et à mesure de faire ce travail, vous allez un petit peu mieux comprendre et un petit peu mieux visualiser les différences au niveau des tissus. Et après, bien sûr, il faut essayer. Et une autre technique, mais ça, je sais que c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre quand on va en mercerie. On n'ose pas toujours poser les questions. Et c'est vrai que toutes les merceries n'indiquent pas la composition du tissu et le poids du tissu. Moi, c'est vraiment les 2 indications que je regarde. Donc déjà le titre du tissu, par exemple s'il y a viscose ou coton, je sais à peu près la composition globale de mon tissu, mais si je veux en savoir plus, je regarde la composition détaillée et ensuite je regarde le poids du tissu. Parce que au fur et à mesure, une fois que vous aurez plusieurs poids de tissu dans la tête, vous saurez que par exemple pour des blouses, c'est quand même mieux d'avoir un poids de tissu qui va de 85 grammes par mètre carré jusqu'à 150 grammes par mètre carré à peu près, si vous ne voulez pas un rendu trop lourd. Vous saurez ensuite par exemple que pour un pantalon, 250 grammes par mètre carré jusqu'à 345 grammes par mètre carré sur des gabardines, c'est pas mal.
Si vous êtes plutôt à 250 grammes, ce sera un pantalon plutôt pour l'été. Si vous êtes plutôt à 350 grammes, ce sera plutôt un pantalon pour l'hiver. Ensuite, vous allez apprendre par exemple que si vous voulez un gros manteau, 545 grammes, 550 grammes, ça va vous faire un manteau vraiment épais et donc plus chaud, surtout si vous le choisissez en laine. Alors que si vous optez pour un manteau dont le grammage est de 250 grammes, donc ce serait plutôt un lainage fin, dans ce cadre-là, vous savez que votre manteau, vous n'allez pas le porter l'hiver et que ce sera quelque chose peut-être plus demi-saison, etc. Donc personnellement, je regarde vraiment ces deux informations, composition exacte et ensuite le grammage du tissu. J'ai vu une question passer, donc je vais répondre si j'arrive à la charger. Ah oui, oui. Les sous-titres sur les vidéos, c'est un peu compliqué. En réalité, ça demande beaucoup de travail parce que je parle beaucoup sur mes tutos. Et je crois que on peut activer la traduction sur YouTube, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. Voilà. Donc, j'avais vu une question, je la retrouve plus. Je crois que c'était sur l'organiseur de la couture. Ah oui, c'était sur l'extension de manche. Ouais, l'extension de manche, elle est bien sur mon site internet. Vous avez plusieurs rubriques dans la boutique. Sur l'ordinateur, je crois que ça s'appelle organiseur, couture et autres extensions de patron, etc. Voilà. Ton organiseur est top pour regarder les infos de tissu et voir rapidement ce qu'on a en stock. C'est vrai, exactement. L'organiseur, ça peut aussi servir à ça, c'est-à-dire vous faire un inventaire de ce que vous avez dans vos placards. Voilà, j'espère que cette petite aparté sur les tissus vous a plu. Sur le studio, via l'abonnement, vous avez aussi des conseils sur les tissus. Par exemple, j'ai un cours où j'avais sorti tous les tissus de pantalons de ma garde-robe, pantalons et shorts. Je les avais tous inventoriés. Dire ça, fait l'inventaire et du coup je vous montrais plusieurs choses. Donc je vous montrais le tissu à plat avec ses caractéristiques, le tombé, et j'avais aussi porté chacun de mes pantalons pour vous montrer ce que ça donnait en vidéo, etc. Donc c'est une vidéo que je pense je vais mettre à l'unité parce qu'elle peut être assez intéressante et c'est pas facile. Enfin moi j'avais trouvé vraiment difficile au tout début de s'y retrouver dans les tissus pour pantalons, savoir ce qui est trop fin pour être un pantalon, ce qui est trop lourd pour être un pantalon, ce qui est confortable pour un pantalon, etc. etc. Et si vous regardez un peu mes contenus, c'est vrai que maintenant j'ai un peu des valeurs sûres, entre guillemets, des compositions que je connais bien et que je privilégie pour des pantalons. Et c'est tout l'objet du cours, justement, sur les pantalons. Essayer de vous éviter tout le travail que j'ai fait moi pendant 3 ans, 4 ans sur les pantalons et vous livrer un petit peu mes bons conseils pour que vous soyez à peu près sûr quand vous choisissez sur internet que tel tissu sera bien pour votre projet. Voilà. Tac. Je sais pas si ça vous dit, j'avais mis les vêtements de la nouvelle collection derrière moi. Je sais pas si ça vous intéresse de les voir en vrai. Ensuite, ah oui, j'avais des questions sur les ajustements de stature. Ah, j'ai d'autres questions. Alors, on va prendre les questions du live, place au direct. Est-ce que le pantalon Léo est réalisable en lin? Oui, tout à fait. Bonsoir, avez-vous comme projet de faire une vidéo sur la plateforme Apolline Patterns sur le pantalon Alfie version jambes ajustées? Du coup, c'est pas en projet, en tout cas dans les vidéos qui vont venir dans le semestre qui arrive, parce que j'ai déjà une liste bien remplie. En fait, il faudrait que je vérifie ce que ça donne en fait. Je suis pas certaine qu'on puisse faire par exemple du pantalon Alfie un slim à proprement parler. Parce que un slim, généralement, on l'utilise quand même sur des tissus qui sont un peu stretch et le patron Alfie n'est pas forcément pensé pour des tissus avec du stretch. Donc c'est un sujet que je vais noter, mais qui à mon avis à réfléchir, c'est pas aussi, ce sera pas juste retracer à mon avis des lignes pour ajuster et fuseler la jambe. Voilà.
Je souhaiterais allonger la robe Maïna. À quel endroit dois-je ajouter les centimètres? Alors, sur les ajustements, bon à savoir, vous avez, quand vous achetez un patron Apolline Patterns, un livret d'aide aux ajustements de stature. Et je passe le message parce que c'est vraiment important, mais les ajustements de stature, donc on les appelle comme ça parce qu'on parle des ajustements pour les personnes qui sont plus grandes ou plus petites que la stature de base d'un patron, mais du coup on joue avec la longueur. On rajoute du tissu si on est plus grand en stature que les patrons Apolline Patterns, ou on enlève de la longueur si on est plus petite que la stature de base d'un patron. Et du coup, ça reste des ajustements de longueur. Donc dans ce petit livret qui fait 4-5 pages, vous avez vraiment le B à bas. C'est-à-dire que pour un buste, je vous dis où enlever, où sont les lignes d'ajustement. Par exemple, sur un buste classique, les lignes d'ajustement en longueur. Donc pour la stature, ça va être ici, au niveau de la carrure. Et ensuite, au niveau, on va dire, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, si vous avez un buste qui est coupé à la taille. Si vous avez un buste comme Jenny, vous allez avoir toujours ici la ligne de carrure et ensuite une ligne entre la poitrine et la ligne de hanche. Et c'est idem pour les robes. Il y a aussi comment allonger ou rétrécir une manche. Donc vous avez une première ligne d'ajustement de stature au niveau de la tête de manche, ensuite au niveau du coude. Pour les pantalons, ça va être au niveau du montant, donc entre la taille et l'entrejambe, et une deuxième ligne qui va être entre l'entrejambe et alors soit le bas de la jambe, généralement on met le genou. Si vous avez un short, ce sera entre l'entrejambe et le bas de votre short, etc. Donc pour la robe Maïna, en fait, si vous voulez juste allonger en longueur la partie vraiment jupe, il faut couper donc entre la ligne de poitrine et la ligne de bas de robe et allonger le nombre de centimètres que vous souhaitez. En fait, je vous dis vraiment de suivre ce livret parce que si vous prolongez par exemple les lignes en vous disant mon patron, je vais faire un dessin, mon patron il est, hop, on va faire Maïna, tac, vite fait, voilà. Si vous vous dites mon patron il est comme ça, je prolonge la ligne. Donc, c'est une possibilité, mais ça veut dire que ici, la largeur de base de votre patron va être augmentée. Alors, ça pose pas toujours de soucis si vous n'avez pas de raccord de pièces à faire en bas. Donc, je pense par exemple au manteau doublé. Si vous bougez la ligne du bas, vous allez avoir des soucis d'assemblage ensuite. Donc, pour Maïna, ça pose pas de problème. Vous pourriez faire ça si vous rajoutez 5-10 cm. Si vraiment vous voulez la faire en version longue, le risque c'est que vous ayez, c'est possible, mais que vous ayez vraiment beaucoup de tissu et il faut s'assurer que si vous prolongez votre ligne, ça passe dans la lèse de votre tissu, donc les 140 cm. C'est pour ça que je vous conseille plutôt ça. La seule chose à vérifier si vous passez d'une robe qui est longueur dessus de genou à une robe cheville, c'est que vous ayez assez de largeur en bas de la robe pour marcher correctement. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez ajouter une fente, donc au niveau par exemple entre le genou et la cheville. Voilà, pour avoir vraiment la place de marcher, etc. Ça c'est une astuce qui est valable sur tous les types de robes dès que vous l'allongez. Et j'avais du coup une autre question sur les ajustements de stature sur la robe La Pelosa. Donc la robe La Pelosa, je sais que là, ça fait beaucoup de nouveaux noms à chaque collection. C'est celle qui a le nœud devant. Donc c'était la version asymétrique. On me demandait comment faire les ajustements de stature au niveau de la jupe. Donc là, c'est pareil. Il va falloir tracer une ligne de coupe entre du coup le haut de votre jupe et le bas de la jupe. Et quand je dis bas de la jupe, vous prenez par rapport au point le plus haut de la version asymétrique parce que sinon ça complique tout. Et si vous faites ça, ça permet en fait de jamais avoir à couper ces courbes. En fait, quand vous faites des ajustements de stature, le principal, c'est de garder en tête de ne pas mettre un ajustement de stature, par exemple à l'endroit où vous avez un détail, que ce soit des fronces, des pinces, etc. Parce que sinon, c'est vraiment très compliqué à gérer. Donc,
Ensuite, ce que personnellement je fais, parce que ma maman est plus petite, donc je lui ai cousu cette version de la robe La Pelosa. Donc c'est une mousseline, vous voyez. Et du coup, elle est plus petite que la stature des patrons Apolline Patterns. Donc la stature c'est 168 cm, ma maman fait 156 cm. Donc en fait pour égaliser ici la version asymétrique, je lui ai demandé, parce que je vais pas la voir avant de faire l'ourlet, mais du coup je lui ai demandé de me donner sa hauteur de l'épaule au sol. Comme ça ensuite je règle mon mannequin à la même hauteur. Et je vais peut-être recouper un petit peu la longueur au niveau de la jupe d'eau pour harmoniser par rapport à sa taille. Donc si vous avez une copine, une maman ou quelqu'un qui veut vous aider à faire votre ourlet de la Pelosa pour qu'il soit compatible à votre stature, c'est une solution aussi. Alors, je reprends le fil des questions puisqu'il y en a eu quelques-unes. Bonjour Estelle, je souhaiterais faire une version été du short Georges en lin. Pour conserver la structure du short, quel grammage conseilles-tu pour Georges en short en lin, alors le lin a quand même pas mal de tenues, sauf si vous allez sur les lins viscose lavés qui eux sont beaucoup plus fluides, mais là je pense que pour Georges il faut soit prendre un coton lin. Coton lin c'est généralement 70% lin ou 30% coton. Vous pouvez aller sur un grammage autour de 150, ça peut être 160 ou 170. Faudrait que je regarde ce qui se fait pour comparer, mais à vue de nez, on va dire à vue d'œil, c'est ce que je dirais, parce qu'il faut quand même que votre lin soit opaque, sinon ça va nécessiter d'être doublé et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà. Mais le lin est un tissu que vous le choisissez 100% lin ou avec le mélange coton-lin qui se tient plutôt bien. Alors, je redescends. J'ai vu des questions. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a des patrons. Je n'ai pas compris la question. Oui, je vends des patrons. Voilà. Donc ça, c'était pour les ajustements. Aujourd'hui, j'ai une question. Comment se remotiver à coudre après sa grossesse quand on n'a pas trouvé sa silhouette, retrouver sa silhouette? C'est un peu difficile à répondre à cette question parce que ça va beaucoup être... c'est plus du ressenti en fait. C'est normal d'avoir des périodes où on n'a pas trop envie de coudre pour soi. Par exemple, rien que la grossesse, c'est quand même un parti pris de vouloir coudre des vêtements qu'on va utiliser finalement très peu de temps. Moi, je sais que les vêtements que je couds, actuellement, je choisis vraiment des patrons où je peux garder à peu près la même taille, voire une taille au-dessus. Mais... clairement pour mon 8e mois de grossesse, de toute façon ce sera en plein été, je sais pas, je me dis que j'ai pas très envie de coudre des vêtements spécial grossesse, voilà. Donc après la grossesse, ça va dépendre de... Le mood couture peut partir et revenir et c'est pas grave, faut juste que vous vous sentiez bien et puis surtout faut pas se mettre la pression, je crois. Parce que votre corps a changé pendant 9 mois et il faut du temps aussi pour qu'il revienne à la normale, s'il peut revenir entre guillemets à la normale et s'il doit aussi revenir à la normale. Je sais que là pour le short gabin que je vais faire pour le studio, donc doublé, j'ai pris d'office une taille en dessus de ma taille habituelle en me disant je ne veux pas me mettre la pression ensuite pour perdre du poids. Je vais prendre, quitte à faire un petit peu plus large, mais au moins je ne serai pas frustrée de ne pas rentrer dedans après. Parce que forcément notre corps va évoluer. Donc c'est un petit peu compliqué de répondre, à part se laisser du temps à son corps et essayer de trouver des projets où vous vous dites que même si vous n'avez pas votre silhouette, peut-être votre tour de poitrine est redevenu un petit peu plus comme avant, donc vous allez privilégier ce type de projet, par exemple pas ajusté à la taille, pas ajusté au bassin. Il y a quand même pas mal de choix de robes qui peuvent être faits et qui peuvent être un compromis en attendant de retrouver votre silhouette à peu près. Et vous pouvez aussi d'ailleurs vous lancer des projets de type défi.
qui peuvent se coudre totalement, que vous soyez enceinte ou pas. Ça va être par exemple des vestes ou des manteaux. C'est des projets un petit peu plus avancés peut-être, mais qui peuvent vous permettre justement de retrouver un petit goût du défi, tout en vous disant que vous pourrez encore les porter le temps de retrouver votre silhouette. Voilà. Vas-tu faire une collection nouveau-né enfant? C'est pas au programme. Tout simplement parce que dès que je commence à faire un patron, en fait, un patron, ça prend énormément de temps. Et actuellement, je suis un peu au max de ma capacité de toute manière, déjà sans enfant. Donc, si je fais des patrons nouveau-nés, etc., ça veut dire que je fais moins de patrons adultes, ce qui est vraiment mon cœur de cible et ce que j'aime bien. Et surtout là, c'est vrai que j'avais plus projet de coudre quelques petits vêtements pour mon enfant. Mais si on part direct dans la création de patron, il n'aura jamais de garde-robe en fait parce que le temps n'est pas illimité. Voilà. c'est pas évident. Alors après, il faut jamais dire jamais. Là actuellement, j'en ressens pas le besoin. Après, peut-être que quand j'aurai un petit peu plus de recul, je me dirai bah ouais, une gamme nouveau-né, pourquoi pas, mais en tout cas pas dans les mois qui arrivent et à mon avis pas dans l'année ensuite qui va arriver. C'est pas quelque chose qui... Et puis je pense que j'ai besoin aussi, c'était un peu le cas avec plusieurs types de pièces, mais je pense qu'on a besoin de vraiment connaître la réalité de ce qu'est un nouveau-né pour faire des patrons. Moi, quand je conçois des vêtements pour les femmes, j'aime bien les porter avant et vraiment longtemps avant. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les mois qui viennent, je vais porter des vêtements qui sortiront que dans un an, des prototypes. Et j'ai besoin vraiment de savoir si ces vêtements s'adaptent vraiment à notre quotidien, dans quel cadre, etc. Pour voir s'ils sont assez confortables, mais est-ce qu'ils se prêtent aussi au contexte du bureau, etc. Et moi, j'ai pas encore d'enfant. Du coup, c'est très difficile de se projeter dans la création d'un patron qui soit vraiment utile sans savoir ce qui est vraiment pratique, ce dans quoi les bébés sont bien, etc. Vous voyez. Et pareil pour les enfants. Du coup, c'est vrai que j'avais sorti 3 patrons enfants qui étaient des adaptations des patrons adultes. C'était un petit peu la manière d'entrer dans le sujet du modélisme enfant. Mais par exemple pour les nouveau-nés, actuellement, je trouve que c'est un petit peu compliqué de se projeter sur ce que je vais vraiment trouver facile au niveau des ouvertures, ce qui vont vraiment être bien dedans, parce que c'est pas la peine de faire des vêtements non plus qui sont... super guindé pour un enfant qui va passer la moitié de sa vie, de ses premiers mois dans son lit, quoi. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion vraiment pratique quand on fait des patrons de couture. Mais bon, après ça c'est mon avis. Je pense pas juste l'esthétique, j'essaie vraiment de faire des patrons qui servent et qui répondent à un besoin au quotidien. Ah, puis il faut bien un an pour retrouver sa forme. Exactement. Lorsqu'il sera un peu plus grand, sans doute vaudra-t-il créer un patron pour ton enfant. Voilà, bah ça c'est de toute façon c'est des possibilités, hein, on ne peut pas lire l'avenir. Et puis ça se trouve, je vais rester avec les patrons femmes parce que je me serais dit que j'ai trop d'idées et pas assez de temps et qu'il faut que je les fasse, ce qui est un peu déjà la réalité. Est-ce que tu as des suggestions d'autres marques de patrons pour les bébés alors? Moi je connais que IKT couture, donc IKATEE. J'ai pas vraiment regardé les patrons pour enfants parce que pour tout vous dire, j'ai fait avec ma mère, on a regardé tous les vêtements que nous, mon frère et moi portions bébé. Et du coup, j'ai sélectionné les coupes qui me plaisaient bien pour en fait les adapter et faire ma propre patron tech entre guillemets, mais patron tech pas pour faire des patrons de couture, patron tech pour le perso quoi. Mais ça c'est parce que j'aime bien avoir une base et ensuite je modifie au fil de mes idées. À part IKT, j'avoue j'ai pas du tout regardé sur internet ce qui se fait. Mais en tout cas, vous avez peut-être d'autres personnes qui vont vous conseiller des choses dans les commentaires. J'avais une autre question mais qui à mon avis va être un peu longue à détailler maintenant.
parce que c'est la question des doublures sur les vêtements. Comment doubler un vêtement? C'est pas quelque chose auquel je peux répondre en 5 minutes en fait, parce que chaque vêtement requiert un type de doublure. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe des doublures, c'est plus facile de visualiser comment les faire, mais au début, c'est sûr que c'est pas super évident. Mon conseil, c'est vraiment de commencer de toute façon par des patrons qui proposent des doublures. Et chez Apolline Patterns, on propose beaucoup de doublures parce que j'aime bien vous proposer 2 types de finitions, à la fois les vêtements doublés et les vêtements non doublés. Pourquoi? Parce que pour ce qui est des collections hiver, moi j'aime bien doubler les robes, sinon j'ai froid. Et pour les collections été, vous pouvez généralement soit les doubler, soit ne pas les doubler. Mais je me suis aperçue que j'utilise pas mal de tissus qui sont très transparents ou qui n'ont pas l'air transparents, mais dès que vous êtes face à un rayon de soleil, on voit tous vos dessous. Et du coup, j'aime bien avoir la possibilité de me dire, ah, avec ce modèle, je peux rajouter une doublure. Et du coup, quand je vous en parle, c'est plus cohérent ensuite quand je vous présente les modèles sur Instagram, de vous dire que bah oui, si vous prenez le patron, il y a aussi cette version doublée qui existe. Parce que sinon, vous me regardez, vous me dites oui, mais c'est super, toi t'as doublé ta robe, mais moi je peux pas faire la même parce que je sais pas le doubler. Voilà, donc c'est un petit peu mon conseil. Vous voyez, par exemple pour le top Maïna, donc ça c'est le débardeur. Donc de la nouvelle collection, donc ça c'est le dos, ça c'est un tissu cousette. Là aussi sur la boutique vous avez tous les liens. Donc pour le débardeur, j'ai pas doublé puisque c'était possible de ne pas doubler. Donc là vous avez une parmenture, voilà, sur le dos et sur le devant. Donc vous avez cette option. Et ensuite, par exemple pour la robe, je donne quelques indications du coup dans le livret d'instructions pour la doubler. Et dans le cadre de robes un petit peu débutantes, faciles comme ça, généralement si vous recoupez les mêmes pièces, donc vous voyez ça c'est la version robe avec le nœud au dos, si vous recoupez les mêmes pièces dans le tissu principal et la doublure, voilà, vous allez avoir un vêtement que vous pouvez doubler. Et donc, j'utilise pas dans ce cadre-là les parmentures puisque la doublure va remplacer ma parmenture. Après, c'est pas vrai partout. C'est-à-dire que si vous doublez, si vous voulez doubler par exemple une veste, un manteau, c'est plus compliqué. Si vous voulez doubler un short aussi, ça va dépendre du short. J'essaye de regarder là au niveau des robes. Ça, c'est la robe La Pelosa. Par exemple, sur ce patron, vous avez une doublure de buste parce que et cette doublure de buste est différente de la doublure du tissu principal au niveau de la poitrine. Vous avez en fait une pince poitrine au niveau de la doublure, alors que sur l'endroit, tout le volume de pince passe au niveau des fronces du buste. Et en fait, vous avez besoin de cette pièce ici doublure pour bien résorber ici les volumes du tissu principal. Donc c'est pas facile de faire une généralité sur comment doubler un vêtement. C'est pour ça que j'essaye de les intégrer le plus possible au niveau de mes patrons, donc des livrets d'instructions, des montages, d'instructions de montage, et aussi de faire des cours dédiés sur le studio Apolline Patterns, parce que du coup ça permet de répondre à ces questions vraiment dans le détail en vous montrant comment créer une doublure pour tel type de pièce. Et une fois que vous avez appris un petit peu ce système, là c'est plus facile ensuite d'évoluer et d'adapter ses propres doublures. Moi je préfère doubler mes vêtements, je préfère la finition et je les trouve beaucoup plus solides. Moi aussi, c'est vraiment une passion, hein, les doublures. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais encore un petit peu vraiment à fond sur l'édition et les livres, etc., je m'étais dit vraiment faire un livre sur les doublures c'est intéressant. Mais bon, maintenant je suis un peu moins à fond sur le livre, c'est pour ça que je mets un petit peu cette expertise au service du studio. Et voilà. Bonjour, j'ai cousu une Nino en sergé en 3 colis différents. Trop canon, ça fait de longues jambes. Serait-il possible de remettre en ligne les différents cols? Je suis pas sûre de savoir
de quoi on parle. Si vous voulez préciser la question. Parce que je suis pas certaine de visualiser. Parce que, en fait, moi j'ai commencé à bloguer en 2016. Donc 2016, ça a fait 7 ans. Et il y a eu un moment, je sais pas comment dire, une translation, enfin un changement, c'est-à-dire qu'il y avait le blog et ensuite il y a eu ma marque Apolline Patterns avec mes articles de blog, tout ça, mais c'est vrai que des fois je partageais des choses à l'époque du blog qui ne se sont pas retrouvées ensuite chez Apolline Patterns. Donc c'est vrai que mes premiers patrons n'étaient pas Apolline Patterns en fait, c'est-à-dire que ma création de marque c'était ensuite. Donc c'est souvent vraiment des patrons qui datent de 2010. Enfin c'est même pas des patrons, c'était des petits aides à coudre, des choses que j'avais sorties sur YouTube ou sur mon blog, etc. Et du coup j'ai fermé le blog parce que c'était trop compliqué, je préfère avoir quelque chose d'homogène avec un blog Apolline Patterns où il y a toutes les astuces vraiment importantes de couture, et tout ce qui était sur mon blog avant en fait n'existe plus, le blog n'existe plus, je crois que le nom de domaine n'est même plus valable, etc. DSL, je viens d'arriver, mais les doublures sont expliquées dans les instructions s'il y a besoin. C'est difficile de répondre oui ou non à ce type de questions parce que ça va dépendre des modèles. Il y a des modèles qui ne sont pas doublés. Mais si vous allez sur les fiches produits, je mets vraiment beaucoup de temps à paramétrer mes fiches produits en indiquant s'il y a la finition doublée, si c'est une finition gancée, s'il y a une finition par parmenture. Vous avez aussi les 2 premières pages du livret où j'indique notamment les métrages pour le tissu principal, pour la doublure s'il y en a une. Si je donne ces instructions, généralement c'est que c'est doublé ou que j'ai donné les quelques indications pour y arriver. Dans le studio, vous faites des cours de couture et ou de patronage. C'est un peu l'idée, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tout. Il y a des pas à pas couture où effectivement je vais coudre vraiment en prenant le temps. C'est-à-dire que c'est des cours qui font 4 ou 5 heures, 5 heures c'est vraiment sur les grands projets, mais qui peuvent aller de 3 à 5 heures, donc où je vous montre vraiment étape par étape, il n'y a pas d'avance rapide sur image, etc. C'est vraiment un cours de couture. Et il y a aussi des cours, alors c'est pas patronage destiné à quelqu'un qui veut créer sa marque de patron et lui expliquer comment faire des patrons, c'est pas ça l'objet, c'est plus sous l'angle, si vous voulez avoir un patron qui soit vraiment fait à vos mesures, je vous explique comment réaliser toute la partie des ajustements, ce qui est aussi du modélisme. Après je peux vous donner aussi des astuces de patronage quand vous voulez modifier un patron pour une visée esthétique, par exemple affiner une jambe, élargir une jambe, affiner une manche, élargir une manche, etc. C'est plus dans cet angle-là, c'est-à-dire que c'est pas un cours de modélisme, apprendre à construire son buste de base, apprendre à construire son pantalon de base, ça c'est quelque chose qui existait déjà et sur Artisan par exemple. Et moi, c'est pas du tout l'objet de ma plateforme. C'est pas une plateforme qui a pour but d'être exhaustive dans les cours de couture ou de tous les arts créatifs. Moi, c'est vraiment pour vous aider à aller plus loin avec mes patrons de couture, en vous donnant des astuces pour trouver les bons tissus, pour les ajuster au mieux à votre morphologie, pour comprendre tous les montages, pour pouvoir faire un montage doublé ou non doublé, si vous souhaitez évoluer avec un même patron, le coudre plusieurs fois de différentes manières, etc. etc. Et je donne aussi des astuces qui me sont bien utiles, des astuces de couture. Il y a par exemple un cours, c'est un cours très rapide sur comment coudre une découpe princesse ou des choses comme ça. Et la liste des vidéos du studio est accessible en fait avant de s'abonner. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur les vidéos sur abonnement, vous allez avoir toute la liste avec tout le détail. Et dès que vous vous abonnez, vous avez accès ensuite au visionnage de ces vidéos. Mais tout ce que vous voyez dans la rubrique les vidéos sur abonnement, c'est quelque chose auquel vous avez accès. Et du coup, ça vous permet de prendre votre décision en totale connaissance de cause. Si vous trouvez que effectivement ces 40 vidéos valent l'accès au studio pendant 3 mois qui est à 29,70€ ou 80, je ne sais plus exactement, vous pouvez vous abonner, mais vous n'avez pas la surprise de se dire je ne sais pas si le contenu des cours va m'intéresser puisque c'est privé. Vous avez vraiment accès à tout avant de vous abonner. Ton patron préféré de la collection?
Franchement, c'est difficile. Mais je pense que c'est celle que j'ai cousue plein de fois. Ça va être le patron La Pelosa, que j'aime beaucoup. J'ai pas fermé le nœud, mais vous voyez. Et j'aime bien aussi la robe Maïna. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime pas, je l'aime bien. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien ce qui demande un petit peu de défi en couture. Ça, c'est vraiment des patrons. Maïna, c'est un patron pour débutants. Donc, c'est top si on veut pas prendre beaucoup de temps à coudre et qu'on veut une petite robe. Pour moi, c'est vraiment la robe d'été que je vais clairement beaucoup porter parce qu'elle est légère, etc. D'ailleurs, j'ai une autre version et j'aimerais mettre à la place des bretelles en tissu un petit cordon tressé. Je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir, mais je sais pas ce que j'utilise encore comme tissu principal. J'ai plusieurs choix. Après, le short, j'adore, mais je peux pas le porter cet été, donc ce sera l'été prochain. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la veste Glencoe aussi. En fait, c'est difficile de choisir un seul patron comme ça. J'aime beaucoup la veste Glencoe parce que du coup, ça nous permet d'apprendre plein de techniques. Ça, c'est le cours qui est disponible à l'unité aussi sur le studio. Donc, je vous explique à l'intérieur, vous voyez comment faire toutes ces finitions au biais, donc totalement gancées, etc. Voilà, la pose du col chemise avec l'intérieur ici du pied de colle contrastant. Voilà, c'est un petit peu des finitions esthétiques. Vous avez les poches plaquées ici à rabat. Voilà, avec des belles finitions, les poignées de manches, etc. Ça, c'est des pièces que j'aime bien aussi parce que il y a un petit peu de défi, on va dire, au moment de... Hop, je vais pas y arriver. Au moment de coudre ses vêtements. Voilà, ça comme ça, hein. Voilà, hop. Ah oui, il est bientôt 19h30, mais nous allons mettre ce live sur... Ce live va toucher à sa fin, mais je suis contente, j'ai répondu à peu près toutes les questions... non, à toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc ça, c'est super. J'ai presque fini la réalisation de Glencoe, j'ai découvert plein de techniques, c'est top. Bah ouais, franchement, je me suis éclatée sur le tutoriel de Glencoe, j'étais trop contente. Je trouve que j'aime bien faire des tutoriels qui sont jolis aussi, vous savez, avec... Vraiment, je choisis les couleurs de tissu, les biais, etc. pour que vraiment ce soit joli et agréable à regarder. Et quand je faisais le montage de Glencoe, donc pour le studio, il est disponible donc sur abonnement et en vente à l'unité. J'étais là, ça fait plaisir de voir des belles choses et des beaux intérieurs de vêtements. Bonsoir Estelle, merci pour le live. En voyant votre chemisier, je comprends que l'extension... Oui, elle est aussi compatible avec le chemisier de Janie. En fait, cette extension, je pense qu'on peut la mettre à toutes les sauces, mais j'ai pas osé le mettre aussi clairement sur ma boutique parce que je me dis, quelqu'un va l'essayer avec la blouse Oula, et ça, c'est pas possible parce que la blouse Oula, c'est bien l'un des seuls patrons où l'emmanchure est différente parce qu'elle est remontée pour que les volants tombent vraiment sur le... Pas depuis le pic de l'épaule, mais un petit peu avant. Donc en fait, je ne sais pas le dire clairement, mais comme en fait la tête de manche est froncée sur l'extension, on peut à peu près l'utiliser avec tous mes patrons parce que je fais pas des aisances différentes de manière drastique entre mes patrons. Hein. Les blouses, je vais pas faire une emmanchure qui arrive ici, une emmanchure, vous voyez, ça reste quand même dans la même base. Mais oui, on peut l'utiliser sur pas mal de patrons. On peut l'utiliser sur le patron Aloha, Monica, Capriccioli, tous les patrons de la robe de mariée, même sur la robe Bowie. Vraiment, on pourrait l'utiliser aussi sur la robe La Pelosa, sans souci. La Pelosa, c'est celle avec le nœud. Pas sur les patrons mailles, parce que entre le chêne et trame et le maille, c'est différent. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Ah, c'est gentil. Les finitions parfaites, c'est le grand plus des patrons Apolline, je trouve. En tout cas, c'est effectivement un des points distinctifs, on peut dire, du coup, de vous proposer des super finitions, mais aussi les tutos qui vont avec pour vous les expliquer et que ça paraisse facile. Parce que je sais que des fois, ça peut effrayer de mettre une doublure. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide que de surjeter, surtout si on n'a pas de surjeteuse. Donc, de faire au point zigzag les rentrées de couture à la machine. Voilà. J'ai cousu le short George en 2 versions et c'est vraiment mon short préféré. Et votre tuto m'a beaucoup aidé pour le coudre car je suis débutante. Merci beaucoup pour les compliments.
Le pantalon Hugo en premier pantalon, c'est pas forcément celui que je recommanderais parce qu'il y a quand même une braguette et pas mal de détails. Du coup, plutôt en 2/3e pantalon. Le premier que je recommande, c'est de faire Gabin. Mais du coup, peut-être en enlevant, si vraiment vous débutez et que vous avez un peu peur, en enlevant la poche paysanne qui se situe au dos. Sachant que sur Gabin, vous avez quand même pas mal de cours disponibles sur YouTube. J'avais fait donc un premier cours qui doit faire 50 minutes sur YouTube, mais vous avez aussi la série de live que j'avais fait sur Insta. Alors les lives Insta, ça a leur limite parce que ça veut dire que c'est super, c'est très long, c'est vraiment cousu enfin en temps réel, mais ça reste la qualité de vidéo d'un téléphone. Et même si j'essayais vraiment de toujours bien filmer, etc., c'est pas aussi propre que les vidéos du studio, par exemple, ou les tutoriels que vous avez pour les modèles de la collection. Mais en tout cas, ça répond à pas mal de... enfin, ça montre vraiment les étapes dans le détail. Voilà. Ben, il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Voilà. Et puis, ben, on essaye de se refaire un live bientôt. C'est un exercice que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire parce que je suis toujours sous l'eau en fait avec les collections. Mais là, je vais avoir un petit peu plus de temps et je pense que vous l'avez vu parce que je recommence à partager des choses en story, des coutures que je fais, ce qui clairement n'est pas possible quand je fais des collections parce que je travaille vraiment toute la journée à faire mes collections. Mais là, comme je vais prendre un petit peu plus le temps pour ces prochains mois, ça va me permettre de partager aussi plus. Voilà. Et c'est quelque chose qui me manquait. Et pour les braguettes, en fait, c'est pareil que pour les zips invisibles, il y a des tailles standards. Et ensuite, il suffit juste de modifier la... Vous savez, il y a un petit truc métallique au niveau des braguettes ou des fermetures. Vous le remontez de la longueur demandée par le patron. C'est tout. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, je vais mettre le live en replay, normalement. Si j'y arrive, si ça ne bug pas. Allez, à bientôt.